Bonjour à tous, bienvenue sur les chaînes parlementaires. 45 minutes pour faire le tour de l'actualité politique avec Aude Morakini. Bonjour, bonjour c'est Mickaël. Parlement Hebdo. Bonjour à tous. Dans l'actualité cette semaine, le statu quo entre François Fillon et Jean-François Copé. Pourtant, ils se voient, se parlent en tête à tête depuis le début de la semaine. Les non-alignés font entendre leur voix. Ils ne veulent surtout pas d'un petit accord entre amis. En attendant, le groupe Rassemblement UMP est officiellement créé à l'Assemblée. Le dossier Mittal sème la zizanie au sein du gouvernement. Le Premier ministre a reçu les syndicalistes de l'usine de Florange et les élus de la région. Rien n'y fait, inquiétude, scepticisme à la sortie de Matignon. L'accord passé entre Mittal et le Premier ministre ne passe pas. Et puis nous finirons cette émission par une exposition. Les dessins et dessinateurs de presse sont à l'honneur. 90 croquis qui ont fait l'histoire ont été accrochés sur les grilles du Jardin du Luxembourg. Nous recevrons en fin d'émission celui qui chaque jour croque la vie politique dans le quotidien Le Parisien, le dessinateur Rançon. Et en attendant, avec nous pour commenter cette riche semaine, Benoît Paru, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes député UMP de la Marne, j'ai bien dit UMP et non pas ORUMP. Vous faites partie de ces 122 députés qui n'ont pas rejoint le mouvement de François Fillon, le nouveau groupe de François Fillon. Ces 3 dernières semaines, on vous a souvent qualifié de casque bleu courant un peu partout aux 4 colonnes pour apaiser les esprits. Vous vous retrouvez bien dans cette appellation de casque bleu? Non, parce que ceux qui ont ce vrai métier-là sont, me semble-t-il, des fonctions qui sont tout autres. On va dire un casque bleu politique peut-être. Oui, parce que j'avoue que dès le dimanche soir de l'élection, il y a 3 semaines maintenant oui, déjà, voir 2 membres du même parti politique se taper dessus sur les plateaux de télé, c'est un truc qui m'a paru totalement ahurissant. Donc j'ai souhaité, mais pas avec d'autres bien évidemment, essayer d'apaiser la situation et essayer de regarder des 2 côtés ce qu'on pouvait faire pour essayer de rapprocher les 2 côtés en question. Et vous étiez l'un des seuls à pouvoir faire ça finalement, parce qu'on l'a vu dans ce qu'on appelle les 4 colonnes, hein, c'est-à-dire là où on rencontre un peu les politiques, les journalistes se voient, donc on a l'occasion de vous voir. Et on a vu que vous étiez l'un des seuls à pouvoir faire ce maillon entre les uns et les autres. Non, il y a plein de monde qui l'a fait, heureusement d'ailleurs. Ce maillon-là, il doit exister, on est plusieurs à le faire, tant mieux. Il n'y a pas de personnalisation à avoir sur ce sujet-là. Et comme quoi un casque bleu peut parfois s'énerver. La semaine dernière, on a passé dans cette émission même votre coup de gueule. Vous disiez notamment qu'il faut sortir de cette ambiance de testostérone. Vous avez eu des retours des 2 testostéronés de la chaîne? C'était un vrai coup de gueule. Oui, parce qu'il y a un moment, il faut faire monter la pression. Donc c'est un coup de gueule choisi, délibéré. Il y a un moment, il faut accentuer les pressions. Parce que quand vous avez marché, pour l'instant. Pour l'instant, ça n'a pas trop marché. Si on est encore là à en discuter, c'est que ça n'a pas marché du tout. Et ça n'interdit en rien de continuer sur d'autres registres, avec d'autres formes, mais la pression va continuer. Alors c'est parti, on ouvre cette page UMP, c'est la semaine numéro 3. Ils sont d'accord, en tout cas, pour se parler et se revoir la semaine prochaine. Voilà le bilan d'une semaine de tête-à-tête entre François Fillon et Jean-François Copé. C'est dire si la situation reste bloquée. Les parlementaires, eux, commencent à trouver un petit peu le temps long. Germain Andrieux. C'est la 4e réunion de la semaine pour Jean-François Copé. Direction le bureau de François Fillon. Et pas un seul commentaire. 40 minutes d'entretien, des nouvelles négociations le jour de la Saint-Nicolas, mais aucune avancée pour fixer le calendrier définitif d'un nouveau scrutin. Mais depuis hier, côté Fillon, on refuse le statu quo. Les non-alignés ont fait une proposition. Ils ont proposé qu'on fasse un revote beaucoup plus ouvert avec de nombreux candidats et qu'on rouvre les candidatures et qu'on fasse ça au printemps. Moi, je trouve que c'est une proposition qui est très constructive et pour moi, c'est une proposition qui est acceptable. Tous les éléments qui étaient là pour faire en sorte que les choses s'améliorent, maintenant ils sont tous passés, ils sont en place et il ne s'est rien passé. Donc maintenant, l'interrogation, c'est ça. Moi, j'espère pour ma part que d'ici fin de semaine, ces discussions aboutiront à quelque chose. Première étape probable, un référendum auprès des militants pour modifier les statuts et organiser une nouvelle élection plus transparente. Bon, voilà, Benoît Paru, c'est ce que vous redoutiez, le statu quo. C'est ce que je redoute, effectivement, le statu quo. Nous sommes dans une situation où nous avons pour l'instant 2 groupes UMP à l'Assemblée nationale, où nous avons un président de l'UMP dont les résultats ont été validés par 2 commissions, mais sur lesquels il reste toujours des interrogations, ou en tout cas sur
pèse une forme d'illégitimité, le mot est un peu fort, mais sur lesquels il y a des interrogations. Donc cette situation-là, des deux côtés, n'est pas acceptable. Et ce statu quo qui semble se dessiner, nous sommes un certain nombre à le refuser. Parce que ce statu quo, ça signifie la fin de fait, si ce n'est de droit, de l'UMP, le retour à une division formalisée entre les uns et les autres, et donc échec électoral, incapacité à répondre à l'attente des Français, bref, tout ce que je refuse, tout ce qu'on refuse à plusieurs. Ils se voient, ils se parlent depuis le début de la semaine. C'est déjà une bonne chose. C'est une bonne chose. Pourtant, bien sûr. Rien ne transpire de ces rendez-vous. On n'en sait rien. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez peut-être juste nous éclairer un peu. Je sais que ça fait 3 semaines. Peut-être que vous n'en savez pas plus que nous. Et heureusement d'ailleurs, ça fait 3 semaines que l'information, les discussions, les négociations se passent sur vos plateaux. On a vu le résultat. Et j'ai rarement vu une négociation par communiqué de presse interposé produire un bon résultat. Là, il se voit, c'est déjà une excellente chose. Ça ne transparaît pas. Tant pis pour vous, tant pis pour vos téléspectateurs, tant pis pour moi, pas plus au courant que vous, mais au moins ils se parlent. C'est déjà une bonne chose. Écoutez, c'est une situation compliquée, difficile, avec des enjeux importants. Si ça doit déboucher dans 2 jours ou dans 3 jours, on ne va pas en mourir. Alors Jean-François Copé dit maintenant, on ne va quand même pas refaire des élections internes avec des institutions internes qui sont contestées. Donc c'est quoi la solution? On va faire un référendum sur les institutions? On va vers quoi? Un référendum? Je ne sais pas. C'est une idée qui a été avancée. Non, mais je sais, c'est beaucoup plus calme que ça. On si déjà on commençait à lire les statuts et le règlement intérieur, on s'apercevrait que tous les points qui posent problème à cette élection sont de l'ordre du règlement intérieur, pas des statuts. Le règlement intérieur, il suffit d'un conseil national pour le faire changer. C'est pas très compliqué à faire. Donc il suffit de s'enfermer quelques jours dans une pièce pour effectivement régler tout ça en 3 secondes. Des statuts, et donc, on refait des élections. Le règlement intérieur, pas les statuts, c'est pas la même chose, c'est pas la même procédure. Il y en a une qui est plus compliquée que l'autre, donc réviser le règlement intérieur, c'est pas très compliqué. Si on souhaite le faire, on peut le faire. Il faut pas très longtemps pour ça, pour pouvoir effectivement permettre l'organisation en délai bref d'une nouvelle élection ouverte à plusieurs candidats. Benoît Paru, vous ne voulez pas de ce statu quo. Imaginons une chose, un peu de politique fiction, très rapidement. Et si ça arrangeait bien les 2 candidats de cette situation de statu quo? Je n'ose y croire. C'est de la pure fiction ou j'ai touché quelque chose qui peut exister? Je n'ose y croire, et donc de mon point de vue, c'est de la pure fiction, bien évidemment. Mais vous connaissez la petite phrase qu'il y a souvent dans les films? Toute ressemblance avec des personnages ayant existé serait purement fortuite. Voilà. On va laisser ça, cette petite phrase au cinéma, mais là c'est pure fiction. D'accord, on a compris. Alors, il y a quelque chose qui est bien réel en tout cas, c'est François Fillon qui a mis sa menace à exécution. Mardi a été officialisée la création de son groupe à l'Assemblée, le RUMP, une réunion de groupe, mais pas encore de point presse, le tout sur fond de coups de gueule et des non-alignés, mais aussi des socialistes. Journée chargée ce mardi à l'Assemblée, résumée par Elisa Bartholomé. Il est arrivé très discrètement ce mardi matin à la conférence des présidents. François Fillon a rejoint les autres présidents de groupe sans dire un mot. Seul Claude Bartolone se risque à commenter cet événement exceptionnel à l'Assemblée nationale, la scission du groupe UMP. Le règlement prévoit que lorsque 15 députés décident de créer un groupe, eh bien ils le créent. Donc je suis là pour organiser la marche de cette maison et nos travaux en fonction de cette réalité. Réunion à huis clos d'une demi-heure, ambiance houleuse selon cette photo prise par un participant. À la sortie, aucun commentaire de l'ancien Premier ministre ni du président Jacob. Leurs collègues socialistes ne se privent pas de critiquer le comportement de l'opposition. On ne crée pas de groupe politique pour convenance politicienne, pour convenance partisane, pour essayer de régler les problèmes. Et donc il y a là véritablement une manipulation de notre règlement. Ça pose de nombreux problèmes d'ailleurs dans la réorganisation. À la mi-journée, les tensions sont encore fortes. Chaque groupe organise sa réunion hebdomadaire. D'un côté l'UMP, de l'autre le RUMP. Un troisième groupe fait même son apparition. Conférence de presse des non-alignés qui font part de leur mécontentement. Nous refusons le statu quo. Nous ne voulons pas que la situation se fige dans ce qu'elle apparaît aujourd'hui. Et pour ça, nous demandons du même mouvement un nouveau vote rapide et la dissolution du groupe qui est en train de se créer. Les questions au gouvernement ne sonnent même pas la trêve. Tous deux dans l'hémicycle, François Fillon et Jean-François Copé ne s'adressent pas un regard. En coulisses, salle des 4 colonnes, l'appel à l'unité continue d'être réclamé. Arrêtons de nous castagner les uns les autres et concentrons notre énergie pour combattre la politique du Parti socialiste. Une création de groupe ultra médiatisée mais sans ostentation. L'un comme l'autre camp assume peu cette division.
Alors François Fillon est en train de recruter des collaborateurs, ce qui semble prouver que tout ça s'inscrit dans la durée. Vous l'avez vécu comment, vous, cette journée? Vous avez vu comme ça votre groupe se scinder? Mal, comme tous les députés ex-UMP et aujourd'hui RUMP, ou ceux qui sont restés au groupe UMP, on le vit tous mal, parce qu'on s'aperçoit tous du ridicule total de cette situation qui perdure. La création d'un groupe solde, entre guillemets, l'échec d'un processus de discussion entre les uns et les autres, raison pour laquelle nous devons continuer à nous battre pour que ça cesse le plus rapidement possible. Et qu'il y ait recrutement de collaborateurs ou pas, c'est logique pour faire fonctionner son groupe. Enfin, ça dans la durée. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, ça veut dire qu'effectivement on s'inscrit dans une durée. Et donc on continue une pression de ce côté-là. Oui, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Il n'en demeure pas moins que ça peut s'arrêter aussi en 3 minutes. Et on peut arrêter un groupe aussi en 3 minutes? Bien sûr qu'on peut l'arrêter en 3 minutes. On peut le créer en quelques instants, on peut le décréer ou le supprimer tout aussi vite. Le rôle des non-alignés, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi? Parce que vous ne siégez pas finalement avec les non-alignés. Vous aussi, on ne vous a pas vu dans cette conférence de presse. Parce que peut-être que je suis parti juste avant la conférence de presse, mais j'ai participé aux 2 réunions en question. Donc vous êtes un non-aligné, vous-même? Je me considère effectivement comme un non-aligné, oui, bien sûr. Parce que je considère qu'effectivement, cette démarche est positive, qui consiste à dire nous refusons le statu quo. C'est ce que disait Nathalie Kosciusko-Morizet à l'instant. Pas de statu quo. Hors de question d'avoir de groupe. Oui au nouveau vote. Cette ligne-là, c'est la même depuis maintenant une dizaine de jours de ces parlementaires qui refusent le constat d'échec dans lequel nous sommes. Oui à un nouveau vote avec des nouveaux candidats? Écoutez, moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il faudra un nouveau vote avec des nouveaux candidats. Mais l'essentiel, c'est d'avoir un nouveau vote. Si les deux se mettent d'accord et nous disent demain matin, on revote avec les deux mêmes, je signe tout de suite si besoin est. Il me paraîtrait peut-être plus judicieux d'ouvrir le processus complètement. Mais enfin, s'ils nous disent dans 3 mois, on fait un vote à 2, je signe. Nicolas Sarkozy, on a l'impression qu'il a perdu un petit peu de sa superbe, de sa crédibilité, voire un petit peu de cette stature qui lui permettait un petit peu d'avoir la main sur toutes ces personnes. Allez demander aux militants si Nicolas Sarkozy a perdu sa stature, sa crédibilité. Je ne parle pas des militants, Benoît Paru. Je parle de Jean-François Copé et François Fillon. C'est promis. Auprès des militants, non. Auprès des électeurs, non plus. Auprès des deux, peut-être. Parce que l'un et l'autre, j'imagine, commencent à se dire bon, on va voler notre propre aile. C'est possible. C'est pas le sujet. S'ils veulent tourner la page, ils tourneront la page. C'est leur choix politique. Et je n'ai pas à juger ou à contester les choix politiques de François Fillon ou de Jean-François Copé. C'est leur choix. Le mien, c'est de continuer à considérer que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, reste le patron de fait, même s'il est, entre guillemets, en retrait au regard de ses fonctions actuelles, au regard de son choix politique. Mais vous l'avez dit, il reste le patron. Pour moi, dans ma tête, à moi, je ne parle pas de vous, je ne parle pas des militants, dans ma tête, à moi, effectivement, le père spirituel, si vous voulez, de l'UMP, ça reste Nicolas Sarkozy. Alors, sous forme spirituelle dont les 2 ultimatums n'ont pas été respectés quand même. Hein, moi j'avais cru comprendre dans cette campagne électorale que les 2 candidats juraient leur fidélité. Je me souviens d'un nous disant, dès qu'il revient, je laisse les clés. Voilà, les choses évoluent en quelques jours. Alors vos collègues du Parti Socialiste vous regardent, ils ont, c'est vrai, on va le dire, un léger sourire. Écoutez les propos du président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone. Ce n'est pas simplement un affrontement personnel entre M. Copé et M. Fillon. On voit bien qu'il y a des courants maintenant qui portent des analyses stratégiques ou idéologiques différentes au sein de la droite française. Et je suis sûr qu'à un moment donné, ce débat apparaîtra au grand jour. Derrière ces 2 groupes, il y a 2 visions idéologiques, 2 visions stratégiques, 2 conceptions différentes de ce que doit être la réponse à apporter aux problèmes de la société française. Et ça finira bien par apparaître. Il a raison, Claude Barthelone, il y a 2 idéologies différentes. Je ne le crois pas. D'ailleurs, on voit une belle contradiction entre ce que dit Claude Barthelone et ce que disait dans le reportage d'avant Bruno Leroux. L'inverse complet. Non. Quand la politique revient je ne le crois pas. À grands pas. Oui, il serait temps qu'elle revienne rapidement quand même maintenant. Je ne le crois pas parce que j'ai pas eu le sentiment, quand vous regardez les projets politiques portés par François Fillon et par Jean-François Copé, qu'il y ait à l'intérieur beaucoup de différences. Alors, on a eu des tonalités très différentes dans la campagne électorale, mais c'était des tonalités de campagne électorale. Vous savez, si vous regardez la campagne électorale de François Hollande, c'est pas vraiment une campagne électorale social-démocrate. Et pourtant, on peut avoir le sentiment aujourd'hui qu'il gouverne en social-démocratie. Vous connaissez l'adage et la formule comme moi. Le parti se prend à gauche, le parti se prend à droite. C'est ce qu'a essayé de faire Jean-François Copé en se positionnant sur ce registre-là. Mais pour moi, il n'y a pas de différence. Premier point.
lourde, j'entends. Mais surtout, l'essentiel, c'est quoi? L'UMP, c'est quoi à l'origine? C'est justement 3 familles politiques qui ont quelques différences. Ça a toujours existé, c'est pas nouveau. Différentes familles, différentes chapelles. Différentes chapelles, différentes familles, différents courants de pensée qui coexistaient au sein de l'UMP. C'était l'objectif même. Fracture, hein, Benoît Paru. Mais c'était l'objectif même de l'UMP. Si on veut se rappeler des temps, certes un peu anciens, mais quand même pas si vieux que ça. La ligne politique portée du temps du RPR par Alain Juppé d'un côté ou par Charles Pasqua de l'autre, c'était pas tout à fait la même. La ligne stratégique n'est pas tout à fait la même. Et on arrivait à coexister au même parti. Et donc, l'objectif même de l'UMP, qui est de dire nous devons faire vivre nos familles au sein de la même étiquette, me paraît un objectif qu'il nous faut continuer à poursuivre. Là, par exemple, on voit que Jean-François Copé, pour la rentrée, va être très offensif. Il a parlé plusieurs fois. Il a lancé un appel pour aller manifester pour le mariage, contre le mariage pour tous, évidemment. Vous pensez que tous les députés UMP vont suivre cette démarche ? Ça, j'en sais rien. Vous ne pensez pas que les rancœurs ne seront jamais très loin désormais et les oppositions internes? C'est bien pour ça qu'il faut en sortir. C'est bien pour ça qu'il faut continuer à sortir de ça. Parce qu'effectivement, comme vous le dites très justement aujourd'hui, il y a des membres du groupe UMP à l'Assemblée nationale, j'en fais partie, qui n'ont pas voulu quitter ce groupe-là pour rejoindre l'autre, mais qui ne se sentent pas à l'aise aujourd'hui dans la famille politique. Parce qu'il y a toujours cette tâche, entre guillemets, sur l'élection du président de l'UMP, dont on doit sortir. Il y a toujours cette crise politique dont on doit sortir. Et donc, évidemment, il restera un malaise tant que nous n'aurons pas réglé le problème de fond, à savoir une élection totalement légitime du président de l'UMP. On va parler d'autre chose, si vous voulez bien. On va reprendre le fil du jour pour commenter les autres infos. Mardi, on a aussi beaucoup parlé de Florange à l'Assemblée. Jean-Marc Ayrault et Arnaud Montebourg se sont présentés ensemble à la réunion de groupe socialiste ce mardi. Les caméras ont même été autorisées à filmer une image de la réunion, ce qui est rare, histoire sans doute de montrer l'unité affichée du mouvement, du gouvernement. Il faut dire que l'accord trouvé avec Mittal sur Florange est chaque jour un peu plus critiqué. Rim Benhammer. Outre l'UMP, un autre face-à-face est sous les projecteurs. Jean-Marc Ayrault, Arnaud Montebourg. Des rapports très tendus depuis le rétropédalage sur la nationalisation de Florange. Ambiance glaciale entre les deux hommes lors de la réunion du groupe socialiste. Quelques heures plus tard, Florange à nouveau fait l'ouverture des questions au gouvernement avec 2 interpellations de Jean-Marc Ayrault, l'une de Christian Jacob, l'autre du député de Moselle, Michel Lipgott. Le Premier ministre répond. Nous avons obtenu un engagement du groupe Mittal et ça a été une bataille difficile. Il a fallu créer un rapport de force. Il n'y aura pas de plan social à Mittal et à Florange. Et Jean-Marc Ayrault tente d'arrondir les angles avec son ministre du redressement productif. Aux ministres particulièrement en pointe dans ce dossier. D'abord Arnaud Montebourg, auquel je tiens à rendre hommage. Michel Sapin, Delphine Batteau, Geneviève Fioraso, d'être à mes côtés pour relever le défi du développement économique et industriel de la Lorraine. Un soutien tardif comme en écho à l'appui des députés PS, entendu toute la journée dans les couloirs de l'Assemblée. Arnaud Montebourg, il est comme tous les ministres, hein, je veux dire, il émet des propositions, après certaines sont soumises à l'arbitrage, certaines sont retenues, d'autres ne le sont pas. Alors vous avez des ministres qui préfèrent les émettre en off, et faire le cas de l'arbitrage. Arnaud Montebourg, lui, les aimait publiquement. Pourtant, la démonstration d'amitié ne convainc pas à droite. Si M. Montebourg dit qu'il faut nationaliser, que le Premier ministre dit le contraire, on voit bien que ce gouvernement, il tourne en rond. Le capitaine de pédalo a trouvé la barre, mais il tourne en rond. Et le feuilleton Florange continue. Jean-Marc Ayrault recevra ce mercredi l'intersyndicale de l'aciériste, peu convaincu par l'accord trouvé. Alors la suite, on la connaît. ArcelorMittal a fait savoir jeudi à la Commission européenne qu'il ne voulait pas du projet européen Ulcos, un projet de prototype innovant de hauts fourneaux. Mittal qui anéantit ainsi le principal espoir de reprise de la filière chaude de Florange. Colère des élus locaux qui étaient reçus jeudi à Matignon. Nous avons des doutes et nous avons encore des doutes. Aujourd'hui, nous sommes un peu rassurés parce qu'ils sont très réactifs chez ArcelorMittal. On a un courrier qui nous dit Ulcos, finalement, on fera quand même sans doute dans quelques années. Bon, nous, on demande à vérifier et on ne croira plus sur parole. Alors, ce même élu qui a dit que Mittal avait entubé le gouvernement, vous êtes d'accord ? Écoutez, cette affaire, pour moi, est menée de façon ahurissante depuis le début. Entre un ministre du redressement productif qui dit Mittal dehors,
c'est sûr que c'est une déclaration qui donne de la confiance entre les partis pour négocier quelque chose. Un ministre qui nous dit Mittal dehors et qui l'applique, en disant, enfin qui l'applique, qui fait des propositions en disant il faut nationaliser, et j'ai un repreneur. Puis un Premier ministre, un Président de la République qui prennent le dossier en disant allez, Montebourg rentre à la maison, rentre à Bercy, on va le gérer. Et qu'il le gère de façon totalement différente, avec une autre option, qui est celle d'un accord avec M. Mittal. Tout en nous disant, et tous les ministres passent en boucle sur toutes les chaînes, nous n'avons pas confiance en M. Mittal. Et pourtant, on signe avec eux. Et donc, je n'y comprends, entre guillemets, plus rien. Il n'y a pas de ligne, effectivement, sur ce dossier-là. Et Mittal, entre guillemets, en profite. Est-ce qu'on peut reprocher à Jean-Marc Ayrault d'avoir voulu sauver 610 emplois? Mais attendez, personne ne va reprocher à M. Ayrault de vouloir sauver 610 emplois. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on y arrive? Est-ce que c'est efficace? C'est ça la question. Visiblement, ces emplois ont été sauvés. Non mais attendez, ça, on verra dans les semaines à venir. Je le souhaite pour les 610 familles concernées, je le souhaite pour la sidérurgie de Lorraine, pardon. Je le souhaite également, bien évidemment, pour le gouvernement. S'il réussit, j'applaudis. Simplement, on voit bien que quand vous n'avez pas de ligne politique au sein d'un gouvernement, quand vous n'avez pas cette ligne-là, vous êtes fragile en négociation avec vos interlocuteurs. C'est une évidence. Selon vous, c'est Arnaud Montebourg qui demande la nationalisation comme ça, sans avoir réellement peut-être consulté? Pour moi, on n'a pas à dire à un chef d'entreprise qui emploie 20 000 salariés, parce qu'il y en a 600 à Florange, mais il y en a 20 000 en France. On ne dit pas à un chef d'entreprise dehors, premier point. C'est pas un ministre qui fait ça. Qu'un député, entre guillemets, excédé le fasse, passe encore. Un ministre, il doit tenir son rang, doit tenir sa ligne, il assume la responsabilité du gouvernement, il n'a pas à s'exprimer comme ça. Premier point. Deuxième point, nationaliser, pourquoi pas? On peut imaginer dans certains cas de figure une nationalisation. Je ne suis pas choqué par le principe en tant que tel. Mais la nationalisation, chantage, là c'est ahurissant. Soit tu fais ce que je te dis, soit je t'achète. Ça, je suis désolé, ça s'appelle de la spoliation et pas de la nationalisation. C'est pas comme ça, là encore, qu'on négocie. Vous auriez une situation industrielle difficile, comme c'est le cas. Et un patron qui vous dit « Désolé, je ne sais plus rien faire ». Je ne sais plus comment m'en sortir de cette boîte-là. Nationalisez-moi. Et ensemble, on va essayer de redresser la barre. Je peux comprendre une nationalisation de ce point de vue-là. Mais la nationalisation qui consiste à dire « 1. Monsieur Mittal, dehors. 2. Tu ne veux pas négocier, je prends », ça n'a aucune chance de fonctionner. Preuve en est malheureusement. Et sur le fond, pour aller un petit peu plus loin, quand on dit en France, peut-être qu'il faut se dire aussi, comme le dit Jacques Attali, eh bien qu'il y a des produits qu'on ne peut plus fabriquer en France, comme l'acier, parce que ça nous coûte trop d'argent. Est-ce qu'on peut l'entendre, ça, ou pas? Je pense qu'il faut l'entendre. Je pense qu'il faut l'assumer. C'est peut-être partie du fond du problème. Ah mais je pense que c'est l'un des fonds du problème, bien évidemment. C'est que nous n'assumons pas ces choix économiques de temps en temps. Nicolas Sarkozy y compris. Hein, on a vu pour Gandrange les promesses qui avaient été faites. Les autres. Quelle était l'idée, à mon avis, à poursuivre? Dans la filière, entre guillemets, Florange, vous savez comme moi qu'il y a deux parties. Il y a une partie qui est aujourd'hui, en gros, la production d'acier en tant que telle, pas rentable. Et puis, voilà, et la transformation de l'acier, qui est rentable. Bon. Il y a un moment, effectivement, il faut accepter de faire des choix stratégiques sur le plan industriel, en disant ce qui peut marcher en France, et ce qui peut nous permettre de redresser l'industrie, c'est l'industrie haut de gamme. C'est d'ailleurs les conclusions du rapport de M. Gallois, l'industrie haut de gamme, et c'est de se réorienter sur ces niches, qui sont des niches à forte valeur ajoutée, qui nous permettent de conserver une industrie de pointe en France. Mettre de côté les autres. Mettre de côté, à un moment ou un autre, quand la tonne d'acier vaut X en France, X à produire en Chine, et qu'en plus le marché s'effondre, effectivement, il y a un moment, c'est un problème. Moi, je veux bien qu'on maintienne en France une usine pour fabriquer des appareils photo, pas numériques, comment on appelle ça, zut, les anciens. Oui, les anciens appareils photo avec pellicule. Effectivement, on peut maintenir une usine, sauf que le produit, il marche plus. Voilà, c'est comme ça. Les argentiques, voilà. C'est tellement vieux qu'on s'en souvient plus. Non, là encore, maintenons, bataillons, nationalisons, mettons de l'argent sur des filières qui ont un avenir. Mais maintenir des filières qui n'ont pas d'avenir, à mon avis, me paraît risqué. Et je précise tout de suite que je ne suis pas suffisamment fin connaisseur du dossier technique de Mittal pour savoir si, en l'occurrence là, dans ce dossier précis, on peut maintenir ou pas. D'accord, on va parler maintenant d'un autre thème, Benoît Paru, un thème qui vous est cher parce que vous avez été ministre du Logement, et on va parler du logement et de la nouvelle ministre Cécile Duflot. Elle a demandé en début de semaine la réquisition des logements qui appartiennent à l'Église, et le moins qu'on puisse dire bien sûr, c'est que cette proposition a fait beaucoup parler. Écoutez cet échange lors des questions d'actualité entre Bruno Le Maire et la ministre. Madame la ministre, vous avez cru bon de vous en prendre à l'Église catholique
pour réclamer la réquisition des logements disponibles. Si vous tenez tant que ça à la réquisition, réquisitionnez les logements de fonction dont disposent la ville de Paris et le Conseil régional d'Île-de-France. Réquisitionnez tous les logements des fonctionnaires qui ne répondent pas à une unité de service public. Au lieu de céder à la polémique facile, Madame Duflot, n'oubliez pas un principe populaire, charité bien ordonnée commence par soi-même. Des milliers d'associations, des milliers d'associatifs, de bénévoles se mobilisent pour lutter contre la crise du logement et le gouvernement le fait. Le fait grâce au vote la semaine dernière d'une loi qui permettra de céder du foncier public, grâce à une loi qui permettra, contre laquelle vous avez voté, de faire 25% de logement social dans toutes les agglomérations. Et ce n'est pas en fabriquant, en essayant d'inventer une polémique que vous nous ferez fléchir par rapport à la volonté qui est de répondre à ceux et celles qui aujourd'hui en ont besoin. Alors la sortie de Cécile Duflot, intentionnelle ou maladroite? J'en sais rien, mais en tout cas une erreur, ça c'est sûr. Une erreur pourquoi? Parce que quand on connaît un peu ce milieu associatif, quelles sont les grandes structures associatives du milieu, entre guillemets, qui luttent contre les personnes qui sont à la rue? Vous avez Fondation Abbé Pierre, on voit bien l'origine. Emmaüs, on voit bien l'origine. Secours catholique, on voit bien l'origine. Ordre de Malte, on voit bien l'origine. Ça sont les grands réseaux associatifs. Et à côté des grands réseaux associatifs, vous avez toute une série de petites associations de quartier qui travaillent également, souvent autour des paroisses. Donc, prendre comme bouc émissaire les banquiers, je trouve ça déjà ridicule parce que on n'a pas à prendre des boucs émissaires, mais prendre comme bouc émissaire une institution qui fait déjà un boulot considérable me paraît totalement hors de propos. Donc, c'est intentionnel. Donc, une erreur. J'en sais rien, ça faut lui poser la question à elle. C'est dérivatif finalement? Je pense que c'est la technique du bouc émissaire. Vous savez, quand vous n'êtes pas à l'aise dans vos baskets sur un sujet, vous créez une bonne polémique en dérivatif en tapant sur quelqu'un, et effectivement, vous faites oublier le fond du problème. Parce que le résultat, c'est qu'on ne parle pas effectivement de la politique qu'elle mène. On parle de la polémique qui a été créée, pas de la politique qui est menée. Selon les chiffres, et vous les connaissez aussi bien sûrement que Cécile Duflot, il y a 1500 demandes d'urgence par jour qui ne sont pas données, où on ne peut pas mettre les gens dans des services. Qu'est-ce que vous en pensez? Plus compliqué que ça, il faut faire toujours très attention aux chiffres en la matière. Pourquoi? Parce que quand une personne va téléphoner 7 fois, la même personne va téléphoner 7 fois, on va compter 7 fois la demande. Donc il faut nuancer les chiffres par rapport à ça pour regarder quels sont les contenus. Je ne vais pas jeter la pierre à Cécile Duflot. C'est une charge très complexe. Et malheureusement, beaucoup de gens ont le sentiment qu'il suffit de claquer des doigts pour effectivement pouvoir sortir ceux qui sont à la rue et les abriter ou les mettre dans un logement. Malheureusement, c'est 1000 fois plus complexe que ça. Ce qui est compliqué dans cette histoire, c'est quoi? C'est qu'évidemment, quand pendant 5 ans, matin, midi et soir, tous les hivers, on a donné des leçons de morale à la terre entière, quand les élus Europe Écologie Les Verts de la ville de Paris m'accusaient d'assassinat, parce que je laissais entre guillemets les gens mourir dehors, et bien maintenant, effectivement, le réveil est difficile. Et on s'aperçoit, ils s'aperçoivent qu'il ne suffit pas de claquer des doigts pour régler ce douloureux problème. Résultat, qu'est-ce qu'on fait? On trouve un bon bouc émissaire, on lui tape dessus, on crée une polémique et on ne parle plus du vrai problème. Allez, on va passer au mercredi, quand le Sénat fait passer un texte en douce. Oui, le vote a eu lieu en toute discrétion. Dans la nuit, le Sénat s'est prononcé pour l'autorisation de la recherche sur l'embryon et sur les cellules souches. Il s'agit d'une rupture majeure avec le régime actuel d'interdiction et qui bride les chercheurs. Fabrice Cunet. Depuis la loi sur la bioéthique de 2011, la recherche sur l'embryon était interdite, sauf rare dérogation très encadrée. La proposition de loi adoptée mardi dans la nuit autorise désormais ce genre de travaux. À l'origine du texte, Jacques Mézard défend cette clarification. Une volonté de clarification et aussi, il faut le dire, la volonté d'aller dans le sens de l'avenir, du progrès, car les dispositions qui étaient applicables à la suite de la loi de 2011 étaient extrêmement compliquées et mettaient nos chercheurs dans des situations extrêmement difficiles. L'adoption à une large majorité au Sénat de l'autorisation sous contrôle de la recherche sur l'embryon ne fait pas oublier le débat qui entoure cette question. Au-delà de l'aspect éthique, pour ses détracteurs, ce serait aussi un non-sens scientifique.
les progrès sont plutôt à rechercher du côté des cellules souches adultes et non pas des cellules embryonnaires. Et le message que nous avons envoyé hier soir est un message qui me semble assez en décalage avec l'actualité scientifique. Et quand on sait que les crédits alloués à la recherche sont relativement limités, je pense qu'il eût été préférable d'en rester à la loi de 2011. L'idée a pourtant reçu le soutien de la ministre Geneviève Fioraso. Alors cellules souches ou cellules souches embryonnaires, la communauté scientifique a peut-être récemment donné un signal. Le dernier prix Nobel de médecine a ainsi récompensé des travaux sur des cellules souches adultes. Alors il s'agit d'un vote en première lecture. Le gouvernement pourra très bien décider de l'amener ou pas à l'Assemblée nationale. C'est un peu à sa guise. Mais il change tout. C'est presque un virage à 180 degrés avec la loi de 2011. Moi, je suis très sceptique sur le vote qui a été fait au Sénat. Pourquoi ? La loi de 2011 est une loi qui a demandé 1 an de débat public. 1 an de débat avec les Français, avec les professionnels, avant de déboucher sur un texte. Sur ces matières-là, sur ces sujets-là, on ne peut pas nuitamment voter quelque chose sans avoir préalablement organisé la consultation. Et on ne peut pas, alors que la loi bioéthique de 2011 faisait, pas forcément consensus, parce qu'il y a toujours débat, bien évidemment, sur ces sujets-là, mais faisait relativement autorité, comme ça, là encore, du jour au lendemain, sans débat, sans prévenir quiconque, tout changer. Ça ne me paraît pas de bonne politique. Et permettre quand même, justement, que certaines cellules souches soient utilisées pour la recherche, c'est quand même plutôt positif, non ? Vous savez, moi j'ai une inquiétude en France aujourd'hui. C'est qu'effectivement, on est devenu un pays frileux sur tout. Avec le principe de précaution érigé à peu près sur tout. Donc justement, ça va plutôt dans le bon sens. Je vais y arriver. Pas touche aux OGM, pas touche à je sais pas quoi, pas touche à la nanotechnologie, pas touche. Résultat des courses, on ne fait plus rien du tout, ou en tout cas on bride des recherches. Donc je ne suis pas sur le principe intellectuel consistant à dire autorisons des recherches. Contre ce principe-là, j'y suis plutôt favorable. Simplement, là encore, si on veut éviter les polémiques stériles, comme on en a lié souvent à la méconnaissance des sujets, comme on a des politiques sur une méconnaissance liée par exemple aux OGM, où on a le sentiment que tous les OGM sont les mêmes. Si on veut traiter de façon ces sujets-là compliqués de façon sereine et intelligente, ça nécessite un débat serein et intelligent et pas un truc en catimini. Donc si ce texte arrive à l'Assemblée nationale, vous votez pour ou vous votez contre ? Écoutez, je ne me prononce pas pour l'instant, je ne le sais pas. Je ne le sais pas, je me prononcerai le moment venu. Pour l'instant, j'attends de voir ce qu'il en sortira. Il en faut, en tout cas, oui, sur des sujets comme ça, c'est indispensable. Allez, on va passer au jeudi. Peut-on parler d'une affaire Cahuzac ? C'est le site Mediapart qui a lancé l'information. Le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, aurait possédé un compte en Suisse jusqu'en 2010. Information catégoriquement démentie par l'intéressé. Et en ce jeudi, chacun campe sur ses positions. Jean-Marc Ayrault continue, lui, à soutenir son ministre, Thibault Le Floch. Fidèle à son habitude, Mediapart distille ses infos au fur et à mesure. Hier soir, le site internet a mis en ligne une conversation d'environ 4 minutes. On y entend 2 hommes discuter et selon Mediapart, l'un d'entre eux serait Jérôme Cahuzac. L'enregistrement daterait de fin 2000. Jérôme Cahuzac est déjà député, mais il est alors en course pour la mairie de Villeneuve-sur-Lot. J'ai toujours un compte ouvert à l'UBS, il ne fait rien maintenant. La seule personne derrière moi, c'est l'UBS. Ça me fait chier d'avoir un compte là-bas. Ça touche rien. L'UBS, c'est comme un appartement, on a tout planté là, donc. Je ne voulais pas non plus que je devienne maire au mois de mars, donc je tiens pas du tout à ce qu'il y ait vraiment ambiguïté. Difficile d'identifier avec certitude la voix du ministre du Budget sur cet enregistrement qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. D'ailleurs, si comme l'affirme Mediapart, Jérôme Cahuzac a fermé son compte en 2010, pourquoi a-t-il attendu 10 ans entre cette conversation et la fermeture du compte présumé ? Difficile de le savoir pour l'instant. Mercredi, après le Conseil des ministres, Jérôme Cahuzac aurait soutenu devant François Hollande et Jean-Marc Ayrault que les accusations à son encontre sont fausses. Conséquence, ce matin, le Premier ministre apporte publiquement son soutien. Moi, je fais toute confiance à Jérôme Cahuzac. On a déjà accusé de ne pas avoir payé normalement son logement et il a donné toutes les explications nécessaires. Donc, je suis à ses côtés. Mais Mediapart persiste et signe. Selon le site d'information, c'est bien Jérôme Cahuzac que l'on entend au téléphone. Le ministre a lui choisi de déposer plainte hier contre Mediapart pour diffamation.
Benoît Paru, affaire délicate à commenter évidemment. Est-ce que vous demanderiez quand même, comme Laurent Wauquiez, une audition de Jérôme Cahuzac devant la commission des finances pour répondre à certaines zones d'ombre, s'expliquer sur certaines zones d'ombre, notamment son voyage en Suisse? Non. Non? Non. Pourquoi? Je ne le demanderai pas. Pour une raison très simple. Il y a un truc qui s'appelle, dans le droit et dans le journalisme, des preuves. On en a ou on n'en a pas. Si on en a, on y va. Si on n'en a pas, on se tait. Ça me paraît très simple comme principe. Là, en l'occurrence, le sentiment qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas grand-chose. Le dossier n'est pas étayé. C'est uniquement un témoin et un enregistrement. Ouais, c'est un témoin qui commence à revenir sur son témoignage, et un témoin qui, semble-t-il, a harcelé M. Cahuzac pendant des années, un témoin qui, effectivement, était quelqu'un à la retraite, mais qui est juste un témoin, point, qui étaye son truc sur rien, et 90% de ce qu'il a déjà dit est déjà prouvé comme faux. Et puis un enregistrement où le moins qu'on puisse dire, c'est que la capacité à reconnaître de façon lourde la voix de M. Cahuzac est assez limitée. Je suis désolé, ce n'est pas comme ça, de mon point de vue, qu'on fait justice en France. Et on ne va pas commencer, sous prétexte qu'une personne accuse M. X de je ne sais quoi, d'auditionner le ministre en question. Et c'est pour ça que l'UMP en ce moment ne rentre pas dans la brèche, alors que vous pourriez très bien pas à rentrer dans la brèche. Attaquer vous aussi. Mais enfin, je dirais, mon métier, c'est pas d'attaquer pour le principe d'attaquer. C'est d'attaquer quand effectivement il y a quelque chose de juste à attaquer. Là, en l'occurrence, de mon point de vue, c'était injuste, donc je n'ai pas attaqué. Je suis pas un socialiste avec l'affaire Woerth. C'est ce qu'ils ont fait. Ben, j'ai pas envie de me mêler à ça. J'ai pas envie de faire comme eux, comme les erreurs qu'ils ont commises, en détruisant, entre guillemets, l'honneur d'un homme à l'époque. Ils s'en sont lavé les mains de cet honneur, ils se sont lavé les mains de la présomption de justesse. J'entends bien, j'entends bien. Enfin, on verra le résultat. Pour l'instant, il y a quand même eu... D'accord. Je vous rappelle un point sur l'affaire Woerth. On ne peut pas aller dans l'autre sens non plus. J'entends bien. Sur l'affaire Woerth, il y a eu 15 allégations. 14 sont complètement tombées à la trappe. Et pourtant, les 14 ont été pris, billes en tête aux 4 colonnes en question d'actualité, par les socialistes. Eh ben, je ne ferai pas la même chose. Mediapart, c'est des méthodes que vous condamnez ou pas? Écoutez, non, je ne condamne pas spécifiquement Mediapart. Il fait son boulot comme il entend le faire. Simplement, c'est pas à nous à tomber dans le piège, et c'est pas à nous, effectivement, à en surdemander. Le boulot de Mediapart, c'est quand même d'apporter des preuves de ce qu'ils annoncent. Alors Benoît Paru, pour finir cette émission, on va t'amener sur un ton un petit peu plus léger. C'est le plus de l'hebdo. Et Benoît Paru, on va parler de la presse et des journalistes encore, mais ceux-là, eh bien, on ne les entend pas souvent, ils ne prennent pas souvent la parole. Pourtant, vous devez sûrement voir leur travail presque tous les jours. C'est celui des dessinateurs de presse. 90 dessins sont exposés sur les grilles du Jardin du Luxembourg. On va en voir quelques-uns avec le reportage de Nathalie Guiouard. Interpellés, visiblement, ces dessins suscitent l'attention des passants, même des plus pressés. Sur les grilles, 100 ans sont passés en revue à travers des caricatures de ciné, Cabu, Plantu, des dessins de presse qui représentent des événements marquants. Bon, parce que ça me rappelle quelque chose. Le blocage du canal de Suez, ça a été une opération internationale et qui a failli déclencher une guerre mondiale. Là, je suis devant quelques images des 30 Glorieuses et ça m'a remémoré un temps où effectivement on avait vraiment de la chance, on ne se faisait pas de soucis pour l'avenir. De la nostalgie, mais pas que. Ces caricatures rafraîchissent la mémoire des passants, mais aussi les interpellent. Faire réagir, amener la réflexion, c'est ce que permet le dessin de presse selon Jacques Lamal et Patrice Lestrohan. C'est à la fois pour se remémorer les événements ou les découvrir, les grands événements du siècle. On parle souvent de la pensée unique, mais le dessin permet justement de lutter contre la perception unique. Cette exposition est tirée de leur livre. Elle se déroule jusqu'au 1er mars 2013, aux grilles du Jardin du Luxembourg. Benoît Paru, je vous présente Olivier Rançon. Vous pouvez peut-être voir ses dessins presque tous les jours dans le quotidien, aujourd'hui en France, Le Parisien. Merci d'être venu avec nous sur ce plateau. Paru, bonjour. Voilà, il est déjà en train de dessiner et de croquer un petit peu la vie politique. Qu'est-ce qui vous inspire dans l'actualité du jour, ou en tout cas de la semaine, Monsieur Rançon? Écoutez, je veux dire, d'abord, moi, mon choix n'importe peu, puisque c'est le journal qui décide ce qu'il va mettre en fait du jour et en ouverture. Et par conséquent, je dessine
sur ce qu'on va essayer de promouvoir comme actualité. Alors, je remercie Monsieur Apparu parce que la semaine dernière, j'ai eu Fillon et Copé jusqu'à plus soif et que c'était réellement délectable. C'était un sujet qui rebondissait tous les jours et qui nous Vous êtes permettait... amusé à croquer un petit peu... On peut dire ça, voilà. Et cette des semaine, je commence avec Arcilor. Et je trouve que c'est bien aussi. Vous avez Montebourg, là, comme personnage... Montebourg, il avait déjà brillé en s'affichant courageusement en marinière pour promouvoir le Made in France. C'est du ça fait une image. Ça. Oui, ça fait une image. Donc, je ne sais pas combien de temps il va rester ministre, mais je pense que sa marinière va rester aussi longtemps que lui. Voilà. Un dessin de presse, vous le redoutez autant, voire plus, parfois, qu'un bon papier? Oui, parce qu'il est beaucoup plus visible. Plus cruel aussi, quelquefois. Plus cruel aussi. Et plus simple. Un bon papier de presse, vous le prenez au début, à la fin. Là, quand vous avez un dessin, vous avez une image qui vous pète. Donc c'est beaucoup plus cruel potentiellement, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, mais beaucoup plus efficace. Benoît Apparu, on va demander à Rançon ce qu'il en pense, mais est-ce que vous voyez souvent les hommes politiques, il y a des journalistes et éditorialistes qui vont déjeuner avec les hommes politiques, vous les rencontrez ou pas? Non, je les croise, il n'y en a aucun, ou rarement, qui m'invite à déjeuner. Je me bonne idée, ça. Ça peut changer un petit peu. Mais pour moi, le travail est fait à l'extérieur. Je me documente avec ce que je lis dans la presse, ce que je vois sur les autres médias. Donc votre rapport aux politiques est complètement différent des journalistes que de la rédaction des autres journalistes. Mais parce que je travaille moi sur le travail des autres, donc je n'ai pas besoin d'avoir de l'information directement à la source. Je peux vous dire, c'est la première fois qu'un homme politique avait parlé d'un de mes dessins. Ça devait être en 1987 ou 88. C'était François Léotard pour un dessin que j'avais fait au Matin de Paris. Et le journaliste politique était revenu, avait dit Léotard a pas du tout aimé ton dessin. Moi, j'avais dit, il me regarde, tiens, j'étais très content, mais ça m'étonnait que ça ait autant d'incidence et autant d'importance. Vous travaillez dans un des journaux les plus lus de France, donc je pas de modestie, quand même. Je vous remercie de souligner que c'est dû à mon talent. Et voilà. Et également à votre talent. Vous avez déjà quelque chose à nous montrer Benoît Apparu, il y a un dessin qui vous a vraiment marqué ou pas au long de ces longues années de politique maintenant? Moi, l'un de ceux qui m'a marqué, en tout cas que j'ai vraiment toujours en mémoire, c'est le dessin de Plantu sur la fameuse affaire Gorgi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez cette espèce de cordon sanitaire autour de l'ambassade d'Iran, ou avec un attaché culturel censé avoir apposé des bombes, etc., etc. Et puis du jour au lendemain, ça sort. Et vous aviez cette rencontre entre le juge Boulouk, si mes souvenirs sont bons, et M. Walid Gorgi, où le juge n'interroge pas Walid Gorgi sur l'affaire, mais pour organiser son retour en Iran, en lui demandant s'il veut un siège première classe ou deuxième classe. Enfin, voilà, c'était d'une férocité extraordinaire, à un moment excessivement tendu sur le plan de la politique intérieure et de la politique internationale sur ce sujet-là. Alors Rançon, est-ce que vous pouvez nous montrer votre œuvre? Voilà, il signe le dessin et on va pouvoir vous montrer. Vous allez montrer face à la caméra qui est juste devant vous. Très bien, le dessin du jour de Rançon. Voilà, donc j'ai très hâtivement dessiné Hollande, Hérault et Montebourg en marinière avec un casque. Et le type à côté dit ils sont solidaires, ils portent le casque par solidarité. Il fait non, je crois plutôt qu'ils essayent de se couvrir. Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire en un mot, Benoît Apparu, le dessin du jour de Rançon? Je pense que j'aurais plutôt vu effectivement les trois se mettant des coups de casse les uns contre les autres, mais c'était autre chose. Peut-être que ça vous donnera aussi des idées pour la semaine prochaine. Votre idée pour Copé et Fillon, je pense que voilà. Au moment où je me suis dit, zut, là tu fais une grosse connerie. Merci Rançon d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup Benoît Apparu d'avoir participé à notre émission. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, bien sûr, même lieu, même heure. Au revoir. Au revoir.